Les gars, on est samedi 13 décembre, il est 8h40. On se retrouve pour la série de vidéos Trading Success. On va avoir pas mal d'épisodes. Je vais pas vous dire combien d'épisodes va y avoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là où je suis, il fait froid, mais j'ai tout prévu pour bosser un maximum pour vous. Et oui, parce que là, je suis en immersion totale. Et la seule chose que j'ai besoin, c'est mon setup. Dès que j'ai le setup, moi, je suis content. Il faut juste mon setup. Il faut juste mon ordinateur. Et, euh, et j'ai besoin de rien d'autre. Donc, voilà, on va commencer la série de vidéos aujourd'hui. J'ai pris un endroit spécialement pour bosser, spécialement pour vous donner un maximum de plus-value. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Donc, simple, beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur Internet par rapport au trading. Quand on commence, on ne sait pas trop comment, comment démarrer, où aller, entre guillemets. Cette série, ça va pas être une série débutant, dans le sens où il faut quand même que vous ayez les bases. Quand je dis les bases, c'est, voilà, vous connaissez les différentes bourses, vous savez calculer, entre guillemets, vos pips, vos lots, ou je pense qu'il y a des chaînes qui vont aborder ce sujet très bien. Et dès que vous avez cette base-là, vous pouvez venir sur la série Trading Success, parce que c'est là où je vais vous donner tout ce qu'il faut pour aller chercher du résultat. Du moins, c'est ce que je vais faire, parce que je pense que avant, quand moi j'ai démarré le trading, il y avait, c'est comme aujourd'hui, mais avant, il y avait moins d'informations, mais c'était quand même beaucoup de bruit. C'est-à-dire que si je reviens 8-9 ans en arrière, c'était énormément d'indicateurs, de stratégies d'indicateurs. Et moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup le price action, la base, en fait, la structure du marché. Je pense pas qu'on a besoin d'avoir énormément de choses aujourd'hui pour faire du trading. Dans le sens où, si je vous montre, vous voyez, mon écran, je sais pas si on va réussir à voir, mais j'ai pas beaucoup de choses, j'ai quasi rien sur mes graphiques. Je suis pas quelqu'un qui va, voilà, trader énormément en traçant beaucoup de choses. Je trace quasi rien et c'est que de la lecture de prix. Voilà. J'ai eu un problème, c'est que j'avais un moniteur, mais il rentrait pas dans ma valise. Du coup, j'ai dû aller acheter un nouveau moniteur spécialement pour la vidéo. Et voilà. Enfin bref, c'était les aléas un petit peu de la journée. Je commence la série de vidéos aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Je vais essayer dans cette série de vidéos de vous donner l'essentiel, ce qui moi me permet d'aller chercher du résultat. Il n'y aura pas beaucoup. En fait, il n'y aura pas 4000 termes, etc. Juste ce qui m'aide moi à aller chercher du résultat. On va revoir les bases dans cette première vidéo. Du coup, forcément, il y a des choses qu'il y a déjà sur ma chaîne, mais je vais passer plus de temps dessus et après, on va les combiner. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment, avec toutes les bases, parce que sur ma chaîne, encore une fois, c'est un concept, enfin, on va dire un concept, ensuite il y a un deuxième concept et tout est séparé. Et là, en fait, je vais tout vous mettre ensemble et vous montrer comment on utilise tous les concepts pour aller chercher du résultat. Ça va être ça l'objectif de cette première vidéo. Et ensuite, enfin, déjà les voir en détail. Et il y a des choses que j'ai pas mises dans la chaîne YouTube que vous allez voir aujourd'hui. Et comme vous savez, j'ai créé mon indicateur LRHS Stratégie et je traite que deux choses. Aujourd'hui, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des gens qui vont dire oui, ça vient d'ICT. Enfin, moi, j'ai juste pris des informations. J'ai découvert ICT, je crois, il y a même pas un an, hein. Je vous dis la vérité. J'ai trouvé des choses utiles dans ce qu'ils donnaient. J'ai pris juste ce qui m'intéressait et j'ai créé mes stratégies et mes bases par rapport à ça et avec tout ce que je connaissais déjà et que j'avais appris d'avant en arrière. Donc voilà, moi je suis pas pour le oui, ça c'est nul, non, je prends juste ce qui m'intéresse, ce qui me permet de faire de l'argent et je le mets. Il y a des gens ils diront c'est concept ICT, il y a des gens ils diront non, c'est juste des choses qui existent depuis longtemps. En réalité, on s'en fout. Moi je m'en fous personnellement, je suis juste là pour aller chercher de l'argent avec ma canne à pêche sur le marché. C'est tout. Donc voilà, des choses importantes dans ce premier épisode. Je vais essayer de simplifier au maximum, vraiment, pour que vous ayez... Pour moi, le trading, ça doit être simple. Vraiment, ça doit être simple. Je traite deux choses. J'en étais là. Les, euh, les imbalance ou fair value gap, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime bien appeler ça FVG. Ah, je trouve qu'FVG, c'est stylé, donc j'appelle ça FVG. On s'en fout. Vous pouvez même dire que c'est un espace, c'est un gap, c'est...
Non, on s'en fout. Le plus important, c'est de savoir l'utiliser. Et ensuite, on a les plus hauts et les plus bas. C'est simple. Voilà les deux choses que je trade. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'énormément de choses dans le trading pour pouvoir aller chercher du résultat. Il y a des gens qui tradent les supports, les résistances, les breakouts, ça fonctionne très très bien aussi. En fait, encore une fois, il n'y a pas de concept meilleur que d'autres. Ça va dépendre vraiment de vous. Donc, ce que je vais donner ici, ça va être une base. On va voir beaucoup, beaucoup de choses dans cette série de vidéos Trading Success. Donc, soyez juste très attentifs. Et normalement, avec tout ce que je vais donner, vous pourrez aller chercher du résultat. Le but, c'est de devenir rentable, hein. Pourquoi pas en 2026. En tout cas, si vous voulez vivre du trading, c'est un chemin compliqué. C'est pas facile. Selon les personnes, parce qu'on est tous différents, vous pourrez peut-être y arriver plus rapidement que d'autres. Moi, j'ai mis 3 ans avant d'aller chercher une potentielle rentabilité. D'autres personnes ont mis 1 an, d'autres ont mis 5 ans, 6 ans, ça dépend. Vous comparez pas aux gens, on s'en fout. Le but, c'est vraiment que vous puissiez aller chercher du résultat, peu importe le temps que ça prendra. Et voilà. Donc, j'ouvre officiellement avec cette première vidéo la série Trading Success. On se retrouve de l'autre côté. Il n'y aura que du graphique, que du trading et rien d'autre. Et il y aura surtout des PDF. Allez, salut. Sans les couverts, je fais faire rentrer tes hommes. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. On va commencer par parler des chandeliers japonais ou des bougies japonaises. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc, on va avoir des bougies haussières ou des bougies baissières. Et une bougie est composée de plusieurs choses. Ce que vous voyez ici, le gros bloc, c'est tout simplement le corps de la bougie. Ensuite, on va avoir le plus haut, la clôture, l'ouverture et le plus bas. Je vais vous expliquer pour une bougie haussière et une bougie baissière comment justement elles vont se former. Ça va vous permettre vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché. Est-ce que le marché est en train de monter? Est-ce que le marché est en train de descendre? En un seul coup d'œil. Et avec ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Pour une bougie haussière, on aura l'ouverture juste ici. Donc, elle va se faire en bas. Comment cette bougie s'est formée? C'est super simple. Le marché est descendu dans un premier temps, donc on a ouvert ici. Il est descendu jusqu'ici, on est remonté jusqu'à ce plus haut et on a clôturé juste là. C'est pour ça qu'on a laissé des mèches. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est aussi les mèches. Donc, dans la bougie, on a quoi? On a le corps, les mèches, l'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas de la bougie. Pour une bougie baissière, c'est la même chose, mais ça va être inversé. Donc, on va voir quoi? L'ouverture qui va se faire en haut, le marché est monté jusqu'ici, ensuite, ça nous a laissé un plus haut, il est descendu jusqu'à ce plus bas, et au final, on a clôturé ici. Et voilà comment les bougies se forment. C'est vraiment très simple. Juste ici, on pourra potentiellement avoir soit une nouvelle bougie haussière, c'est-à-dire qui aura ouvert en bas et clôturé au-dessus, ou une nouvelle bougie baissière qui aura ouvert forcément en haut et clôturé en bas. Voilà pour les bougies. Aussi simple que ça. Maintenant qu'on a parlé des bougies japonaises, on va pouvoir parler des points of interest, JPOI, ou en français, points d'intérêt. Donc les points d'intérêt, on va s'en servir pour intervenir sur le marché. Je vous en ai mis 3 parce que j'en utilise uniquement que 2, mais c'est bien de connaître les 3. On va voir dans un premier temps les order blocks. Alors les order blocks, ça va être tout simplement lorsqu'on a une bougie englobante. Voilà, donc ça c'est une englobante, la bougie baissière englobe la première bougie haussière. Et à partir de ce moment-là, ça nous crée une zone. Cette zone, on voudra potentiellement que le marché revienne dessus pour avoir un trade. Donc ça, c'est l'order block. Je ne l'utilise pas énormément, mais c'est bien de les connaître, voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus de choses. Ensuite, on aura les fair value gap. Donc les fair value gap que j'utilise énormément, ce sera 3 bougies. Une première bougie, une deuxième bougie ici. On va recommencer. Une première, une deuxième et une troisième. On veut un espace entre la première bougie et la deuxième bougie, entre les mèches. À partir du moment où on a un espace, c'est un fair value gap valide. Et donc, j'attendrai que le marché potentiellement revienne dans cette zone. Et ici, je veux intervenir pour potentiellement acheter. Très facile, je vous en ai déjà parlé, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur les points d'intérêt. Ensuite, on aura les plus hauts ou les plus bas. Donc, les plus hauts, spécialement sur ma stratégie LRHS, on va avoir 3 bougies, pareil. Une bougie ici, une deuxième ici et une troisième ici. On veut que la deuxième bougie soit plus haute que la première et la troisième. Et là, on veut que le marché potentiellement revienne ici, nous donne une opportunité pour qu'on intervienne dans ce point d'intérêt et qu'on puisse vendre. Donc, pour le plus bas, c'est la même chose, hein. On voudra que le marché potentiellement redescende juste ici, nous donne un trade pour repartir à la hausse. Et c'est toujours 3 bougies pour les plus hauts et les plus bas. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies.
On veut que pour un plus bas, la première bougie et la troisième bougie soient plus hautes que la deuxième. Donc la deuxième doit être plus basse que la première et la troisième. Voilà pour les points d'intérêt. On va maintenant aborder ensemble les tendances. Le marché peut faire uniquement 3 choses. Monter, descendre ou se maintenir dans une plage. Donc on aura 3 choses. Une tendance haussière, c'est-à-dire que le marché va monter dans la plupart des cas. Et c'est ce qu'on peut voir juste ici. Pour savoir si on est dans une tendance haussière, c'est super facile. Le marché fera en général des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. C'est ça qui permet de savoir qu'on est dans une tendance haussière. Ensuite, on aura le range. Le range, c'est quoi? C'est quand le marché ne prend pas vraiment de direction. En général, on sera entre des plus hauts et des plus bas et le marché va tout simplement ranger. Et on finit par la tendance baissière. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. Et à ce moment-là, pour savoir si on est dans une tendance baissière, on aura des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Alors, comment repérer ces tendances sur les graphiques? C'est super simple. Vous vous servez de vos points of interest. Ici, j'ai un plus haut que j'ai noté. La deuxième bougie est plus haute que la première et la troisième, donc c'est un plus haut. Ici, j'ai un plus bas. La deuxième bougie est plus basse que la première et la troisième, donc je le note, je mets des flèches. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a un plus haut, un plus bas, un plus haut qui est plus bas que le précédent, un plus bas qui est plus bas que le précédent. Et là, vous vous rendez compte qu'on est bien dans une tendance baissière. Donc oui, ce ne sera pas comme vous pouvez voir à chaque fois, d'accord? On n'aura pas des tendances qui seront repérables comme ça. Hein. C'est pas comme ça que vous verrez, entre guillemets, sur le marché. Dans la plupart des cas, vous allez réussir à le repérer facilement et des fois, ce sera de cette manière. Pour la tendance haussière, c'est la même chose. Ici, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a des plus bas et des plus hauts intermédiaires. Donc, je vais vous montrer, c'est super simple. Si je relie à ici, ensuite, je relie à ici, ici, puisque là, oui, on a un plus bas, puis un plus haut, un plus bas. Je pourrais même dire qu'ici, j'ai aussi un plus haut, d'accord? Mais si vous remarquez bien, qu'est-ce qui se passe entre ce plus bas et, au final, ce plus haut? C'est ce mouvement. C'est ce mouvement. J'avais beaucoup de mal à repérer les tendances, c'est pour ça que je vous montre ça. Mais c'est ce mouvement. Donc, en fait, on est toujours, cette bougie-là, entre guillemets, on est toujours dans ce mouvement. Donc, du coup, je vais tracer de ici à là. Ensuite, ici, là, j'ai mon plus bas. Je vais tracer ici. J'ai un nouveau plus bas et je vais tracer ici. Pareil, ici, vous allez me dire, oui, mais du coup, ici, on a un plus haut. Oui, c'est un plus haut, je suis d'accord. Mais est-ce que tu vas faire ça? Là, tu vas descendre jusqu'à où? Tu ne peux pas descendre puisque le prix, en fait, il est revenu là. Donc, le vrai mouvement, il est là. Et je vous jure que j'avais énormément de mal avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le montre. Donc, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, ce qui nous donne une tendance haussière. Et du coup, on a réellement la tendance. C'est facile. Maintenant qu'on a vu les tendances ensemble, on va parler de la structure du marché. Et pour la structure du marché, j'appelle la structure à faible probabilité, ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, c'est quoi la structure pour moi à faible probabilité? C'est quand on va avoir des hauts de plus en plus hauts avec des cassures de structure. Je vous explique. Juste ici, regardez. On a des cassures de plus haut, d'accord? Donc, on casse en fait la structure. Et le marché continue sa route. À chaque fois, il va aller plus haut. Sauf que souvent, ce que vous pouvez voir, c'est une cassure de structure et le marché pourra revenir. Donc, il ne réagira pas ici, c'est-à-dire qu'on ne verra pas le marché voilà, réagir entre ce plus bas et ce plus haut, mais on verra le marché revenir chercher ce plus bas pour continuer sa route. Et ça reste une tendance haussière. Donc, quand vous voyez juste ça, j'appelle ça la structure à faible probabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas, attention. C'est juste que pour moi, c'est une structure à faible probabilité, même si c'est la structure du marché de base. Mais souvent, vous pourrez très bien voir ce que j'appelle la structure à forte probabilité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube dessus. La vraie structure, n'hésitez pas à aller la revoir. Donc, lorsqu'on aura une chasse de liquidité, puis une cassure de structure, c'est dans ces cas où, en général, le marché va retracer entre ce plus bas et ce plus haut. Pourquoi le marché n'a pas d'intérêt à revenir ici? Parce qu'on a déjà une chasse de liquidité. Donc du coup, quand on a une chasse plus une cassure, en général, ce plus bas, il est protégé. Donc le marché n'aura pas d'intérêt à revenir là. D'accord? C'est comme si que le marché, c'est une voiture qui consomme de l'essence. Et du coup, à partir du moment où, ici, il a déjà pris de l'essence, ici, il casse, quand le marché est là, sa prochaine station d'essence, elle est peut-être ici, sur un POI. Fair value gap, order block, j'en passe. D'accord? Par contre, quand on a une cassure simple, juste là, le marché ici, il n'arrive pas, il n'a plus d'essence. C'est-à-dire qu'il doit aller à la station la plus proche. Sa station la plus proche, c'est où? C'est pas au-dessus, puisque là, il n'y a rien. Il ne peut plus se déplacer. Le marché ne peut plus aller plus haut.
Donc, c'est comme si qu'il va faire une espèce de mini marche arrière à la station d'essence la plus proche et il lui reste assez d'essence pour aller à la station la plus proche qui est ce plus bas. Et à partir de ce moment-là, le marché pourra repartir de plus belle. Et on aura à la suite de ça une chasse de liquidité plus une cassure de structure. Ce plus bas, dans la plupart des cas, il est protégé. Et on aura la station d'essence qui se sera créée, dans la plupart des cas, ici, qui aidera le prix à aller plus haut. Pareil pour la tendance baissière. Donc voilà pour la structure à forte probabilité. J'en ai déjà parlé sur YouTube, encore une fois, mais c'est toujours bien de le revoir. Deux notions importantes à connaître. Déplacement pour cassure, non déplacement pour chasse. Pourquoi c'est des notions à connaître? Vous allez comprendre, ça va être très simple. En général, quand le marché vient chasser un plus haut ou un plus bas, il retournera souvent à l'origine. Dans la plupart des cas, on retournera à l'origine. C'est ce que je vous ai montré ici sur ce schéma. Ici, on a un plus haut, on a un plus bas, on revient, on a une chasse de ce plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Le marché revient à l'origine. Ici, on a une chasse de ce plus bas. Qu'est-ce que le marché fait? Il revient à l'origine. Après, qu'est-ce qu'on a? Une cassure, le marché se déplace. Donc là, on a eu quoi? On a eu une chasse plus une cassure. Ce plus bas est censé être protégé. Donc le marché n'a pas d'intérêt, s'il veut aller plus haut, entre guillemets, à revenir ici. Ici, peut-être qu'on aura un POI, fair value gap, OB, j'en passe, qui aidera le prix à remonter. D'accord? Donc, pareil, ici, regardez, on a une chasse de liquidité. Si on a une chasse de liquidité, dans la plupart des cas, le marché reviendra à l'origine. Vous pouvez même créer, si vous voulez, une stratégie juste sur ça, je vous jure, la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Et on va le voir ici. Bitcoin, donc on a créé un plus haut, ici on crée un plus bas, on revient à l'origine du mouvement. On chasse, pardon. Donc là, on chasse. Et après la chasse, on revient où? À l'origine du mouvement. C'est tout. Les gars, en fait, c'est super simple. Ici, pareil, sur le gold, on avait un plus haut qui s'est créé. On revient chasser. À partir du moment où là, on a une chasse de liquidité, le marché il est censé revenir où? À l'origine du mouvement. Ici, tu peux être en weekly. Et si tu es en weekly ici, tu sais que tout ça, ce sera potentiellement baissier jusqu'à ce plus bas. Le trading, c'est super simple. Donc voilà pour les notions de chasse et de cassure. Maintenant, on passe à mon POI préféré, le fair value gap. Je vous en ai déjà parlé aussi, donc bon, on va essayer d'aller vite. Les bases, on va avoir plusieurs types de fair value gap et chaque fair value gap va vous indiquer quelque chose. La troisième bougie raconte toujours une histoire et donc, forcément, il y a différents fair value gap qui vont nous permettre de savoir certaines choses. Alors, juste ici, on a une petite bougie haussière, d'accord? En général, ce fair value gap sera comblé rapidement et c'est un fair value gap à haute probabilité. Juste ici, vous voyez une très grosse bougie baissière qui laisse un très petit fair value gap. Oubliez, ne tradez pas ça, ça ne rentre pas dans ce qu'on aura envie de trader. Ici, c'est super simple. On a une troisième mèche qui est très longue, j'en ai déjà parlé. En général, ici, dans une petite unité de temps, ça voudra dire qu'on a déjà un fair value gap qui s'est créé et qui a été comblé. Donc, admettons qu'ici, dans cet exemple, on soit sur du 4 heures, bah peut-être qu'en M15, vous avez déjà un fair value gap qui a été comblé. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt pour le marché de revenir sur ce fair value gap-là. Donc peut-être qu'ici, en M15, vous allez avoir ça. Donc on a déjà eu un fair value gap qui a été comblé. Et donc c'est pour ça qu'on a une longue mèche. Donc ce fair value gap ne sera pas comblé rapidement. Et ce n'est pas un fair value gap à haute probabilité. Donc ça ne m'intéressera pas. Aussi simple que ça. Ici, troisième bougie très grande, souvent on appelle ça un breakaway gap. Ce fair value gap ne sera pas comblé rapidement. Pourquoi? Parce que c'est super simple. Si ici on a une très grande bougie, on risque d'avoir encore une fois un nouveau fair value gap. Et si on a un nouveau fair value gap ici, le marché aura plus d'intérêt à revenir ici dans un premier temps pour repartir. Du coup, puisque, rappelez-vous, le marché est comme une voiture qui consomme de l'essence. Et du coup, si la liquidité est la plus proche ou la station d'essence est ici, je ne vois pas d'intérêt pour que le marché revienne ici directement. Donc souvent, on aura ça et on réagira ici. D'ailleurs, on a eu des exemples sur le gold. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans l'épisode numéro 2. Troisième bougie, qui est baissière, juste ici, avec un petit corps, c'est un fair value gap à très haute probabilité. Et en général, le marché va venir combler ce fair value gap très rapidement pour nous donner un mouvement. Voilà pour le fair value gap. Encore une fois, c'est super simple et on est là pour simplifier. On est sur notre lancée, forcément, on continue de parler du fair value gap et je vais vous parler de ce que j'appelle la fair value gap théorie. Et on va y passer puisqu'on est là pour revoir les bases. Donc, quand un fair value gap va se créer, on va potentiellement avoir ce qu'on appelle la fair value gap théorie. Je vous explique. Dès qu'on va avoir l'impulsion et qu'on a un fair value gap qui se crée, un fair value gap, c'est de la liquidité, qu'on appelle liquidité interne. D'accord? À partir du moment où le marché va revenir dans ce fair value gap, en général, là, on est sur un modèle haussier, on va laisser un plus haut. D'accord? Donc ici, on risque de laisser un plus haut. Quand on laisse ce plus haut et que le marché revient dans le fair value gap, c'est là que la fair value gap théorie s'active. Et c'est quoi la fair value gap théorie?
C'est qu'en réalité, quand le marché revient dans ce fair value gap qui est la liquidité interne, dans la plupart des cas, il se redirigera vers la liquidité externe, donc le dernier plus haut créé. Et en fait, ce modèle, c'est ce que j'appelle la fair value gap théorie. Et nous, notre zone de trade sera où? Sera de la liquidité interne, donc le fair value gap, à la liquidité externe, juste ici, qui sera ce plus haut. On peut avoir plusieurs modèles. Donc ça, c'est le modèle numéro 1. Ensuite, on a le modèle numéro 2 avec une incitation. Souvent, vous verrez aussi extension, on crée un fair value gap, juste ici. Voilà, donc c'est la liquidité interne. On crée un plus haut, on descend. Ici, peut-être qu'on va créer un plus bas juste avant le fair value gap. Et ça, c'est une incitation. Souvent, en fait, c'est une manipulation des institutions. Donc là, beaucoup de personnes vont voilà, placer des achats ici, mettre leur stop loss juste en dessous. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Le marché descend, vient prendre ce plus bas. Donc on déclenche tous les stop loss et on rentre dans la liquidité interne qui est le fair value gap. Et à ce moment-là, on active la FVG théorie qui sera potentiellement un aimant pour revenir à la liquidité externe. D'accord? Donc ça, c'est le modèle numéro 2. Notre zone de trade sera où? Entre le fair value gap et ce dernier plus haut. On finit par le modèle numéro 3 qui sera quand on a une incitation interne au fair value gap. Je vous explique. Pareil, on a l'extension. On crée notre fair value gap qui est la liquidité interne. Et à partir de ce moment-là, on pourra avoir ici, quand on rentre dans le fair value gap, notre FVG théorique qui se déclenche. Donc, on voudra retourner potentiellement à la liquidité externe. Ce qui se passe, c'est qu'on peut ici avoir un trade et le marché peut décider de se retourner, par exemple, ici pour X ou Y raison, je ne sais pas. Peut-être qu'ici, il y a un fair value gap. Donc, le marché ici va réagir et il va revenir dans le fair value gap. Je vous explique. À partir de ce moment-là, le fair value gap ici, il a déjà été utilisé. Donc, je ne vais pas retrader une seconde fois le fair value gap. Par contre, c'est possible qu'on laisse un plus bas. Et donc, je pourrais potentiellement trader ce plus bas qui est une incitation, d'accord, interne au fair value gap. Et quand le marché revient sur ce plus bas, je pourrais trader, mais là, je traderai le plus bas et non le fair value gap. Parce que pour moi, un fair value gap n'est fonctionnel qu'une seule fois. C'est-à-dire que ici, quand on est rentré dans le fair value gap et qu'on est ressorti, il était fonctionnel. Quand on revient chercher ce plus bas, c'est pas que le fair value gap n'est plus valide, entre guillemets, parce que tant qu'on n'a pas clôturé avec une bougie en dessous, il sera toujours valable, mais je ne voudrais pas retrader le fair value gap. Là, je traderais le plus bas. Et du coup, si ici, avec cette incitation de plus bas, j'ai une chasse de liquidité, je reviendrai à l'origine potentiellement. Et après, j'irai chercher la liquidité externe, puisqu'on est toujours dans la fair value gap théorie, puisqu'on n'a pas clôturé en dessous le fair value gap. Donc oui, ici, le fair value gap a donné le trade, donc qui s'arrête, on va dire, ici. Mais par contre, on a laissé un plus bas, et après, c'est ce plus bas que je vais trader. Donc voilà pour la fair value gap théorie. Des exemples, vous voyez ici, graphique, on a l'impulsion, on crée un plus bas, on crée un plus haut. Juste ici, un nouveau plus bas, donc ça, c'est une incitation. À partir du moment où ici, on a une incitation, ce fair value gap devient fair value gap à très haute probabilité. D'ailleurs, vous voyez, cette grosse bougie, bah, c'est juste de la manipulation. On vient chercher les stops et après, on revient à la liquidité externe. Ici, c'est la même chose. On a un gros drop, on crée notre fair value gap qui est la liquidité interne, on revient dans le fair value gap qui est la liquidité interne et on va se rediriger où? À la liquidité externe. Et c'est dans la plupart des cas ce que vous allez voir. Pourquoi la FVG théorie, c'est puissant et pourquoi vous devez l'utiliser? Puisque si ça, c'est un fair value gap weekly, encore une fois, ou si c'est un fair value gap daily, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si on rentre ici, moi, je vais chercher à vendre jusque là. Et je ne chercherai pas forcément d'achat, donc je chercherai que des confluences, que des choses qui me permettront de trader à la vente. Et dans la plupart des cas, vous serez toujours dans le bon sens du marché grâce à la FVG théorie. Là, vous l'avez compris, on touche à tout ce qui est fair value gap. Donc, on va parler du breaker block. Le breaker block, c'est quoi? C'est un order block qui a été cassé. Ok? Je m'explique. Alors, vous voyez qu'on a vu l'order block. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, je voulais vous le montrer en POI, c'est important. Donc ça, c'est un order block, c'est-à-dire qu'on a une angle bande, ça nous crée une zone. D'accord? Ça nous crée une zone. Donc là, on a notre zone. Techniquement, le marché peut revenir ici pour nous donner un trade. D'accord? Dans le cas où le marché ici, il casse ce breaker block, enfin cet order block, pardon, ça devient un breaker block. Donc, je m'explique. C'est le seul cas où, dans une structure, vous voyez comme ça, là, où je vous ai dit qu'on a une cassure simple. La liquidité, elle est là normalement. Donc le marché, il est censé peut-être revenir ici. Mais il y a des cas où le marché ne va pas revenir ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait potentiellement un order block, ok, et le marché l'a cassé. Donc cet order block devient un breaker block où le marché pourra potentiellement s'appuyer pour descendre. Mais on va le combiner, nous, si
en cassant ce plus bas, qui était du coup un order block, on crée un fair value gap. On a en fait ce qu'on appelle, bah moi en fait c'est comme ça que je dis l'order block en gros, que je l'utilise. C'est uniquement quand on va avoir le chevauchement d'un order block et d'un fair value gap, donc du coup d'un breaker block. Vous savez, ça fait chier. En fait, vous savez quoi, ça me fait chier ces mots-là. Order block, breaker block. En fait, c'est super simple. Tu as un plus bas ici. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Tu as un plus bas, il a été cassé. En même temps, on a créé un fair value gap. Et ben ça, c'est super puissant. Voilà, c'est simple. C'est comme ça, en fait, il faut simplifier que là, breaker block, nanani, nanana. Donc ça, overlapping, en fait, c'est juste le chevauchement. D'accord? Donc du coup, ce FVG à haute probabilité, on voudra s'en servir. Et c'est pour ça que le marché ici, souvent, il ne reviendra pas chercher cette liquidité. Parce que tout ça, là, ça empêche le prix d'aller plus haut. Et du coup, on descend. Voilà, c'est super simple, vous avez vu? C'est pour ça que les gars, moi, je vous ai dit ICT, tout ça, voilà, il y a des bonnes choses, mais en fait, il ne faut pas se prendre la tête. Il y a un plus bas. En plus de ça, si vous avez eu une chasse plus une cassure, et que là, on a créé un fair value gap, bah, c'est encore plus puissant. Parce que du coup, vous savez que ça, c'est protégé. Donc, le marché n'a pas intérêt à aller là. Voilà, super simple. Donc, voilà pour le breaker block. Super facile. Avant de passer sur la suite, petit exemple sur ce que je viens de vous montrer. On va accumuler tout ce que je vous ai montré là, et vous allez voir que c'est super simple. Je suis en daily sur le gold. Alors d'ailleurs, ça c'était le 10 décembre 2025. Qu'est-ce qu'on a ici en range? Le marché a fait quoi? Il est venu prendre ce plus bas. Techniquement, si on prend ce plus bas, on est censé revenir à l'origine du mouvement, c'est-à-dire ici. Je suis en daily, je vais zoomer en 4 heures. Ok, très bien. Regardez, c'est vraiment très facile. En fait, c'est tellement facile que des fois, je me dis que comment c'est possible qu'en seulement en traçant 2-3 lignes, ce soit aussi simple. D'accord. Alors, on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi que le prix est censé revenir à ce plus haut, puisqu'on a chassé ici et c'est le dernier mouvement d'origine, donc ici. Ok, moi ce que je vois c'est un plus bas, une chasse de liquidité en 4 heures. Chasse de liquidité, ici cassure. Ok, ce plus bas il est censé être protégé, normalement. Donc, si ce plus bas il est censé être protégé, le marché, on vient de créer un fair value gap en plus de ça et on a cassé un plus haut. Le marché n'a pas d'intérêt à revenir ici puisque sa liquidité la plus proche maintenant, c'est ce fair value gap. J'ai actuellement un fair value gap à potentiellement à haute probabilité. En plus de ça, aligné avec un plus haut, qui est du coup un breaker block. Donc c'était un order block. Ça, c'était un order block qui a été cassé. C'est devenu un breaker block. Ok. J'aligne juste ce que je vous ai montré, vous avez vu, c'est pas compliqué. Ok. Et donc, là, j'ai pas encore de plus haut. Le marché rentre dans ce fair value gap. On active la FVG théorie, liquidité interne à liquidité externe potentielle. Donc là, j'ai deux choses. Je sais potentiellement en daily que le prix est censé revenir là. J'ai été dans mon 4 heures et j'ai un fair value gap qui s'est dessiné. On rentre dans ce fair value gap. Le marché n'a pas d'intérêt de venir là puisque c'est protégé chasse plus cassure. En plus de ça, quand on casse, on avait un order block qui a été cassé. C'est devenu un breaker block. Fair value gap. On rentre dans ce fair value gap. Ce fair value gap est un fair value gap à haute probabilité. Pour moi, il va aller ici. On regarde. OK. Et au final, on vient chercher ça plus ça. Et bien maintenant, on va parler d'incitation ou d'inducement. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot sans trop comprendre. C'est quoi une incitation? C'est quoi un inducement? C'est la même chose. Bref. Alors, petite définition. Qu'est-ce que l'incitation sur le marché? C'est l'acte de persuader quelqu'un de faire quelque chose. Voilà. Dans le trading, l'incitation désigne tout niveau clé ou structure du marché qui persuade un trader d'exécuter une transaction. On peut avoir plusieurs incitations. Une incitation, ça peut être un plus bas. Une incitation, ça peut être un fair value gap. Une incitation, ça peut être un order block. Et j'en passe. On va voir 3 types, et puis comme ça, ce sera très bien. Dans cet exemple, on a l'incitation avant un FVG. On crée un plus bas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, admettons, regardez ici, on a une chasse plus une cassure, donc ce bas, il est censé être protégé. Là, on a un fair value gap. Donc déjà, ce fair value gap est à très haute probabilité. Maintenant, si on a un plus bas qui se crée avant le fair value gap, ne tradez pas ce plus bas. C'est un piège. Donc si vous essayez, vous, entre guillemets, de trader à la chasse plus bas là, vous risquez de vous faire sortir parce que le marché ira dans la plupart des cas sur le fair value gap avant de réagir. Et du coup, liquidité interne à liquidité externe. C'est toujours la même chose. Le FVG théorie, ça va vous sauver. Je vous jure, si vous tradez les fair value gap, incluez ça dans votre cerveau. Ok. Ici, c'est un FVG qui devient une incitation. Pourquoi? Admettons, regardez. Ici, on a quoi? On a une cassure. Pardon, on a une chasse. Autant pour moi. J'ai mis cassure de structure invalide parce qu'en fait, c'est une chasse. Admettons qu'ici, vous avez une chasse. Vous êtes d'accord avec moi? Si tout ce long-là, il y a des fair value gap qui se sont créés. D'ailleurs, je l'ai mis en jaune. Là. On a un fair value gap qui s'est créé. Qu'est-ce qui va se passer? La liquidité, elle est où? Elle n'est pas dans ce fair value gap. Elle est à ce dernier plus bas.
Parce que là, on est dans la structure à faible probabilité. Donc, du coup, ce fair value gap, je ne vais pas vouloir le trader. Je vais attendre que le marché revienne à ce plus bas. Et ici, potentiellement, je pourrais trader. Ensuite, j'ai quoi? Potentiellement, hein, j'ai une chasse, une cassure. Là, j'ai un fair value gap. Ce fair value gap est à haute probabilité. Voilà. Ce fair value gap, on ne va pas le trader. C'est une incitation. C'est super facile. On regarde les exemples ensemble. Donc, dans ce cas précis, regardez. Ici, on a une chasse de liquidité. Puis, on a eu une cassure, potentiellement. Donc, ici, j'ai un fair value gap. OK. D'ailleurs, il y en avait deux. Il y en avait un ici et un ici. Tiens, super, je vais pouvoir mettre en application ce que je vous ai appris. 1, 2, 3. Troisième bougie, elle est comment? Elle est super grande. Ici, c'est un breakaway gap. Le marché n'a pas d'intérêt de revenir là pour descendre. Ça n'a pas de sens. Par contre, ici, troisième bougie, bougie d'indécision, fair value gap à très haute probabilité. En plus de ça, on a un plus haut juste avant. Regardez ici, on a fait quoi? On descend, on a notre plus bas, on crée un plus haut. Ok, désolé, c'est dégueulasse ce que je fais. On recommence, c'est pas grave. On arrive sur ce plus bas. On remonte. Et là, vous avez vu, ça drop. On va combiner. J'aime bien combiner. Donc, tout ça, on ne le voit pas encore. On a le fair value gap. On crée un plus haut avant un fair value gap très proche. OK? En plus, ici, on a un plus bas. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que c'est une chasse. Le marché va revenir où? À l'origine. Et en plus de ça, là, on a le fair value gap. Donc, le marché, techniquement, il revient dans le fair value gap et il nous donne un trade. Boum. Voilà. Là, c'était juste pour montrer que ce plus haut, c'est un inducement. On passe sur le prochain exemple. Pareil ici, ce fair value gap, c'est une incitation. Donc, regardez, on monte, on crée un plus haut, on descend, on vient ici, on nous fait une chasse de liquidité. Si ici on a une chasse de liquidité, le prix est censé revenir où? C'est quoi sa liquidité? Eh bien, c'est ce plus bas. Donc pourquoi tu veux trader ce fair value gap? C'est un piège. Ce fair value gap, en plus, il a été créé en prenant ce plus haut. En plus de ça, ce fair value gap, il a faible probabilité. Par contre, quand le marché revient ici, là, sur ce plus bas, ça c'est génial. Parce que là, en fait, on veut trader ce plus bas. Et vous avez vu, on a une chasse, le marché revient où? À l'origine. Boum. Toujours la même chose. Voilà. Inducement, fair value gap. Et maintenant, une incitation par rapport à une haute fréquence de temps. Et vous allez comprendre pourquoi la FVG théorie, c'est trop important. Ici, j'ai quoi? Un fair value gap weekly. Donc déjà, juste avec la fair value gap théorie, ce qu'on sait, c'est que si j'ai un fair value gap weekly, techniquement, le marché est censé revenir à la liquidité externe. Donc, tout ce qui s'est créé en allant dans ce fair value gap, qui était haussier, par exemple, là, on a un fair value gap qui s'est créé qui était haussier. Okay, donc là, on avait bien une chasse, après on a une cassure de structure. Et là, on voit qu'on a une chasse plus une cassure. Donc ça, si vous le voyez, vous savez que ça, c'est protégé et que là, on est en train de passer baissier. Parce que quand on a une chasse plus une cassure, ça nous indique potentiellement une inversion de tendance. Alors, ce fair value gap 4 heures, est-ce que je vais vouloir le trader à l'achat? La réponse est non, puisqu'on part d'un fair value gap weekly. Donc, si je devais couper un petit peu, voilà, je coupe. Je sais que si j'ai la liquidité externe, FVG théorie. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est ce qui m'aidait à monter vers ce fair value gap, ce nouveau point of interest. Et là, maintenant, je suis en train de m'inverser pour aller de l'autre côté. Donc, toute cette partie-là, je serai en vente. Je ne serai pas en achat. D'accord? Oui, je sais, ça fait plein de gribouillis. Donc, ce fair value gap H4, je ne voudrais pas le trader. Donc, si j'ai un fair value gap 4 heures qui se fait juste là, je voudrais potentiellement le trader à la vente. Ou tout autre point of interest. Hein. Encore un plus haut, un plus bas, d'accord? Mais vous savez que moi, je trade beaucoup les fair value gap. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Je vous donne, encore une fois, un exemple. On a ici un fair value gap weekly. Le marché est rentré dans ce fair value gap weekly. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez ici en 4 heures. D'accord? Donc, je vous ai facilité. Oui, dites-moi merci. On est rentré dans notre POI FVG weekly. D'accord? Et là, on a plein de fair value gap qui se sont créés. Donc là, déjà, d'ailleurs, ce fair value gap là, il était déjà utilisé. Mais on s'en fout. C'est juste pour vous montrer qu'ici, on a un fair value gap aussi qui avait été utilisé. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, ici, il est touché une fois, il n'est pas fini. Donc, mais bref, là, vous voyez très bien que en fait, on divise fair value gap weekly ici, FVG théorie, liquidité externe. Donc, quand je suis en train de monter ici là, et que je touche le fair value gap weekly et que j'ai mes confirmations, qu'est-ce que le marché il fait? Il va être baissier. Donc, ici, on veut vendre. Ici, on achetait. Ici, on veut vendre. Ça ne sert plus à rien d'acheter. D'accord? Et en plus de ça, vous le voyez, ici on crée quoi? Un fair value gap. Ok. Ici on crée quoi? Un fair value gap. C'est ça qui se passe. C'est fair value gap, liquidité interne à liquidité externe. Aussi simple que ça. Et au final, on drop. Est-ce que c'est fair value gap aussi on va l'utiliser? Non. Puisqu'on n'est plus du bon côté. Vous devez être tout le temps du côté du marché. Et avec la FVG théorie, ça va vous aider du coup d'être dans le bon sens. Aussi simple que ça. Donc, voilà, c'est quoi un inducement?
Bon, là, ça commence à devenir sérieux. On sait c'est quoi la FVG théorie, on sait c'est quoi les déplacements, les chasses de liquidité, les structures, les tendances, les fair value gap, les breaker blocks, les inducements. Et vous allez voir que là, je vais vous rajouter quelque chose en plus qui va vous aider. La haute et faible résistance de liquidité, c'est quoi? Bah, c'est lorsqu'on va avoir une chasse HRLR, LR, LR. Ah, c'est du chinois. High resistance liquidity, run. R, c'est pour run. Low resistance liquidity, run. R, c'est pour run. Quand on a une chasse de liquidité, comme ici, d'accord, oui, c'est une chasse de liquidité, on a une haute résistance de liquidité. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis ça comme ça. Imaginez que de ce côté-là, en fait, on n'arrive plus à aller plus loin, d'accord? Donc, on a une chasse. Et bien, tout ce qui se trouve du côté gauche de la chasse, entre guillemets, vous êtes d'accord avec moi que si on a une chasse de liquidité, on est censé revenir à l'origine. Ok. Donc, tout ce que vous allez pouvoir relier les trendlines, comme on les apprend si bien, c'est ce qu'on appelle de la faible résistance de liquidité. Low resistance liquidity, ici. Et c'est pour ça que le marché, dans la plupart des cas, en fait, c'est simple. Des fois, vous voyez le marché qui descend très fort ou qui monte très fort. Et vous dites, mais il y avait un plus haut, un plus bas, pourquoi il n'a pas tenu? Bah, c'est à cause de ça. C'est ce qu'on appelle la forte et faible résistance de liquidité. Et regarde, je vais vous le montrer juste ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a eu un plus haut, ok. On nous crée un plus bas, un plus haut, un plus bas. On revient chercher, en fait, ici, ce plus haut et surtout ce plus haut. Là, on a quoi? On a une chasse de liquidité. Donc, rappelez-vous, super simple. Si on a une chasse de liquidité par rapport à ce plus haut, le marché est censé revenir où? À l'origine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est revenu à l'origine. Mais en plus de ça, ici, on est dans une potentielle inversion de tendance. Parce que là, en fait, on rentrait dans une espèce de range. Oui, je suis en train de combiner tout ce que je vous ai appris depuis le début. Donc, en fait, là, on est dans une espèce de range. OK? Chasse de liquidité. Super. Chasse plus cassure. Ce plus haut, il est censé être protégé. Donc, tout ce que vous voyez là, qui a aidé en fait à construire cette espèce de tendance haussière, avec des bas de plus en plus hauts et des hauts. Donc désolé, mon haut il est un peu bancal. Des hauts de plus en plus hauts, là on est en tendance haussière, d'accord? Sauf que là on a une chasse de liquidité. Ici on vient casser. Et vous avez vu comment on transperce? Pourquoi le marché ici il ne s'arrête pas? Bah, parce qu'il n'y a plus rien qui retient le prix juste là. Sur la gauche, il n'y a plus rien qui retient le prix. Et en fait tout ça, tous ces bas que vous voyez ici, et c'est la base de ma stratégie LRHS, hein. D'ailleurs, ce que je vous montrais sur certaines vidéos. Et en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui aide le prix à aller plus bas. Regardez ici. On a eu un espèce de rebond. Au final, on casse. Ici, on a cassé. Ici, on a un rebond là. Regardez. Et au final, on casse. Ici, on a des rebonds. Au final, on casse. Parce que si je divise mon graphique, encore une fois, à partir du moment où là, il y a eu la chasse, et en plus, d'ailleurs, on a une cassure ici. Donc chasse plus cassure ici. Donc là, on revient à l'origine. Et ben en fait, on était déjà ici baissier. Donc tous les gens qui continuent, entre guillemets, hein, quand je dis les gens, je me comprends, qui vont continuer à acheter sur tous ces bas, et ben, vous allez juste servir de liquidité parce que moi, je suis positionné en vente ici. Et quand je viens prendre, entre guillemets, les stop loss, bah, ça accélère la chute. Ça accélère la chute. Et c'est pour ça que là, on a une low resistance liquidity run, en fait, juste là. Et c'est ça qui fait que le prix drop très très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma stratégie LRHS, elle est basée que sur ça. Donc regardez, si ici j'ai une chasse de liquidité et que je suis censé revenir à l'origine, ok? Donc là on a chassé ce plus haut, tac, là on chasse le plus haut. Tout ce qu'il y a là, c'est de la faible résistance de liquidité. Tout ce qu'il y a là, c'est de la faible résistance de liquidité. Parce que ici, je pourrais très bien mettre ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait là on a de la faible résistance de liquidité, donc tout, enfin, forte résistance de liquidité, puisqu'on a une chasse, et faible résistance de liquidité, puisqu'on part d'une chasse et on est censé revenir à l'origine. Donc tout ça, je ne m'attends pas à ce que ça tienne. Et tous les gens qui vont essayer d'acheter ces plus bas, voilà, ce plus bas, oups, ce plus bas, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que c'est de la faible résistance de liquidité. Voilà. Enfin, on se rapproche de la fin. Enfin, on se rapproche de... Ça rime. Time frame et point d'entrée. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne vous apprennent pas comment rentrer sur des points of interest. Moi, aujourd'hui, je vais vous l'apprendre. Donc, les time frames, d'ailleurs, l'alignement des time frames, j'ai fait une vidéo YouTube dessus, va la voir. Tout ça, là, vous devez compléter avec ma chaîne, d'accord?
L'alignement des timeframes. Les timeframes, c'est quoi? C'est les fréquences de temps. Donc, sur les graphiques, on peut se balader dans plusieurs fréquences de temps, par exemple en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Et du coup, selon les fréquences de temps, les bougies seront différentes. Puisque une bougie, par exemple, si je suis en 4 heures, je vais voir un graphique qui me montre toutes les bougies qui se sont formées en 4 heures, et ainsi de suite. Donc, on va avoir plusieurs fréquences de temps. Le monthly, le weekly, le daily, le H4, le 1 heure, le M15, le M5, le M1. Et il y en a même d'autres. Il y a des secondes et tout, mais bon, bref. Moi, je vous parle que de ce qui sert pour moi, en tout cas. Voilà. On va avoir les timeframes supérieurs, les timeframes intermédiaires et les timeframes inférieurs. Il y a pas mal de personnes qui, par exemple, vont analyser en weekly, en monthly, pardon, ce sera le timeframe supérieur. Ensuite, ils vont aller en daily, qui sera le timeframe intermédiaire. Et après, en H1, qui sera leur timeframe inférieur, puisque le daily va avec le H1. Ici, regardez, weekly H4, M15, le H4 va avec le M15. Et là, le H4 avec le M15 avec le M1. Donc, voilà, là, vous avez l'alignement des timeframes. J'ai fait une vidéo dessus, donc allez la voir. Merci. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer dans l'épisode 2 comment, justement, je passe des grosses unités de temps aux petites, puisque la clé du trading, c'est les grosses unités de temps. Comme ça, vous le savez. La clé du trading, c'est les grosses unités de temps. C'est pas on va en M1, on fait n'importe... Ça n'est pas comme ça, d'accord? Enfin bref, voilà pour l'alignement des timeframes. Bon, vous avez déjà une vidéo dessus, je ne vais pas y repasser. On passe sur mon premier type d'entrée que j'appelle l'AR entry. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans l'alignement de timeframe. Bon. AR entry, c'est quoi? C'est super simple. C'est lorsqu'on va avoir dans notre point of interest, bien évidemment, puisqu'on prend des points d'entrée uniquement dans les points of interest et pas n'importe comment. Ici, j'ai peut-être un fair value gap en 4 heures ou peu importe. Ouais, on va dire que j'ai un fair value gap en 4 heures. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller en M15 et dans mon M15, je vais avoir ce qu'on appelle la R entry. Je l'appelle comme ça. C'est, on a créé un fair value gap sur le côté gauche, donc haussier, d'accord? Et on a créé un fair value gap baissier, juste ici. Et à partir de ce moment-là, moi, je vais rentrer en position à la création du fair value gap, c'est-à-dire à cette bougie. Et je vais mettre mon stop loss potentiellement ici ou, du coup, ici. J'ai fait une petite erreur dans le sens où, en réalité, on a créé un fair value gap juste là. D'ailleurs, je n'avais pas vu, tant mieux. Donc, je peux rentrer en position juste là, avec un SL ici. Voilà. Ouais, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ensuite, j'ai le deuxième point d'entrée que j'appelle CEDL variation AMD. Donc là, je vous ai tout mis. Voilà, je vous ai tout mis. Dans cette vidéo, il y a tout. Alors, c'est quoi CEDL? C'est pour changement d'état de livraison, j'appelle ça comme ça. Et AMD, c'est pour accumulation, manipulation, distribution. Je vous explique, d'accord? Il y a 3 types. Celui-là, vous ne le verrez pas souvent, mais il est très puissant. Souvent, vous verrez en fait 2 bougies ou 3 bougies qui, du coup, est un plus bas ou un plus haut. D'accord? C'est juste que on veut le voir sur notre POI dans le time frame d'alignement. Donc, si je suis dans un fair value gap H4, je veux voir ça en M15. Donc, c'est quoi un CEDL AMD? En fait, un CEDL AMD, c'est juste une englobante, ok, qui a une mèche. C'est-à-dire qu'en fait, cette bougie-là, là, par exemple, elle a une mèche. C'est super moche. Voilà, elle a une mèche. Et en fait, on est venu chasser la mèche précédente. Et après, là, hop, on distribue en dessous. Pourquoi c'est AMD, accumulation, manipulation, distribution? Puisque quand vous voyez une chasse sur cette bougie et une cassure, en fait, c'est chasse plus cassure, les gars. Chasse plus cassure. Regardez, je vais vous montrer. C'est vraiment un truc de fou. Quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment waouh. En gros, si en 4 heures, par exemple, vous voyez ça, ok, en 4 heures, vous voyez ça, eh bien, ça veut dire que on a eu une chasse plus une cassure. D'accord? Et en fait, ça, on le voit en 4 heures, mais en M15, c'est dire qu'on a une chasse plus une cassure. Donc, ça veut dire que ce bas, il est protégé. C'est pour ça que c'est plus intéressant de rentrer sur un CEDL AMD. Il y en a, ils vont l'appeler englobante. Moi, j'appelle ça CEDL AMD, puisque si vous avez, en fait, cette bougie-là qui a été chassée, ok, ça voudra dire que ici, c'est protégé. Donc, il y a moins de chances que le prix revienne là. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'était un peu compliqué, je suis désolé. Il y a plusieurs types. Donc, il y a ce type-là, avec 3 bougies. On a la bougie d'accumulation. On vient manipuler avec cette bougie et on distribue avec la troisième. Et on distribue toujours après la bougie d'accumulation. D'accord? La mèche, on s'en fout. C'est le corps qui nous intéresse. Ici, c'est pareil. On a l'accumulation sur cette bougie. On manipule sur cette bougie. On distribue sur cette même bougie. Au-dessus, d'accord, du corps. Ici, c'est pareil. Sauf que là, on a l'accumulation et sur 2 bougies et la manipulation sur celle-là et la distribution sur celle-là, au-dessus du coup de la bougie. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est clair.
Et si ce n'est pas clair, vous remettez la vidéo, vous mettez pause, vous vous calmez, voilà, et vous allez comprendre. Donc ça, c'est le deuxième type d'entrée que j'appelle CEDEL variation AMD. Et je préfère vraiment ce mode-là. Ok, un exemple super simple. On était sur heure USD sur un fair value gap en 4 heures. Alors, le CEDL AMD, moi, je vous recommande de l'utiliser uniquement à partir des 50% sur un fair value gap, si vous l'utilisez sur un fair value gap. Parce que sinon, vous pouvez avoir beaucoup de faux signaux. Je m'explique. Regardez ici, une bougie, deux bougies, trois bougies. C'est un CEDL AMD à trois bougies. D'accord? Vous avez les exemples ici, vous avez compris que c'était celui-là. Donc, peut-être qu'ici, c'était les 50%, mais on fait genre que ce n'est pas les 50. D'accord? Donc, si vous rentrez ici, donc bien en dessous de cette bougie d'accumulation, ok, puisqu'on distribue en dessous de la bougie d'accumulation, vous pouvez rentrer ici. Votre SL, vous auriez dû le mettre au-dessus du fair value gap. Si vous l'avez mis juste au-dessus là, vous allez vous faire sortir. D'accord? Donc, on va dire que ça, c'était pour 50%, on ne l'a pas pris. Ici, pareil, on a notre CEDL AMD. Donc, je rentre bougie d'accumulation, on manipule avec cette bougie-là, on distribue sur celle-ci. Ah, la troisième bougie ne distribue pas en dessous de la bougie d'accumulation. Est-ce que je peux rentrer ici? La réponse, c'est non. Je ne rentre pas. Je dois attendre, même si c'est sur la quatrième bougie. Ici, je vais pouvoir rentrer en trade. Je place mon trade ici et mon SL peut-être à cette bougie ou au-dessus. Tu vois, le gars, c'est comme vous voulez, on s'en fout. Voilà. Pour l'exemple, CEDL AMD. Et maintenant, on regarde l'exemple du AR Entry. Donc là, j'étais sur ODP Wider. Ça, c'était un trade que j'avais pris à l'époque quand je tradais encore sur le Forex. D'ailleurs, je ne suis plus sur le Forex. Mais vous pouvez utiliser tout ça sur le Forex, puisque c'est là-bas que j'ai créé tous ces concepts, entre guillemets, et ces stratégies plutôt. AR Entry. Donc là, on a quoi? Un fair value gap H4. Regardez, c'est super simple. On a un fair value gap. La troisième bougie, elle est comment? C'est une bougie d'indécision. Donc, ce fair value gap est à haute probabilité. On a créé des plus hauts juste avant ce fair value gap, ce qui nous donne un fair value gap à très haute probabilité. Et donc, j'ai un plus haut, super. Donc, vous voyez, manipulation. Hein. Au final, là, on avait, je pense qu'on avait fermeture du marché. Donc là, on descend. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Boum. Grosse montée, le marché vient sweep ces plus hauts là, entre guillemets. On rentre dans le fair value gap. Et nous, ici, on veut intervenir. FVG théorie, on est censé revenir à la liquidité externe. Vous êtes d'accord avec moi? Magnifique. Donc ici, je vais aller en M15, puisque c'est le time frame d'alignement du 4 heures. Et dans mon M15, j'ai le AR Entry. Un fair value gap, deux fair value gap d'ailleurs qui se sont créés. Et ici, un fair value gap qui se crée. Donc à partir du moment où j'ai créé ce fair value gap là, qu'il est validé, je rentre en trade juste là. Je peux mettre mon SL juste ici. Je vise 1 pour 2 minimum. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ici? Pourquoi? Là, on a une réaction. Parce que ce fair value gap était valide. D'ailleurs, ici, on a eu un mini fair value gap pour ceux qui ont l'œil. Liquidité externe. Boum, ça a été touché, mais bref. On s'en fout. Donc là, on est revenu. Donc là, on avait bien notre AR Entry, mais là, c'est pour vous montrer le rapport. Ici, on a un fair value gap. Liquidité interne à liquidité externe. FVG théorie, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et pourquoi le marché n'est pas revenu là? Puisque la troisième bougie est grande, ça c'est un breakaway gap, le marché n'a pas d'intérêt de revenir ici. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça aussi c'est une grande bougie, pourquoi le marché il est revenu? Parce que là, en fait, il y avait un fair value gap, on est venu prendre la liquidité externe, le marché n'a plus d'essence là. Donc il va aller où? Dans la liquidité connue qui est ce fair value gap, au final c'est un magnifique trade, et voilà, bon, on descend. Et voilà pour les points d'entrée et les time frames. On finit par les différentes kill zones et les sessions, ou plutôt les sessions et kill zones. J'ai inversé, on s'en fout. Alors, on va avoir 3 grosses sessions qui vont être la session asiatique, Tokyo-Asie, session européenne, en général c'est Londres, Europe, et session américaine, New York. Sur la session asiatique, on aura les marchés japonais, australiens, voilà, chinois. En général, l'ouverture c'est 22 h et la fermeture c'est 9 h. Nous, on veut trader la kill zone asiatique. La kill zone, c'est quoi? C'est qu'on va y avoir les mouvements les plus puissants, on va dire, entre 2 h à 6 h du mat. Vous pouvez même mettre 1 heure, parce que moi, des fois, je commence à trader à partir d'1 heure pour la session asiatique. Donc ça, si vous êtes plus quelqu'un qui trade la nuit, voilà, vous pouvez. Ensuite, session européenne, Londres, Europe, ouverture 8 h, fermeture 17 h. La kill zone, en général, ce sera entre 8 h et 11 h du matin, si vous voulez, voilà, capturer les meilleurs mouvements. Vous pouvez même mettre 9 h, parce qu'en général, entre 8 h et 9 h, il y a pas mal de... C'est bizarre. Enfin bref, à vous de voir. Et du coup, on finit par la session américaine, New York, donc les marchés US. Ouverture 13 h, fermeture 22 h. Et la kill zone de New York sera souvent entre 14 h et 16 h. Mais moi, je mets 13 h, 16 h. Voilà, je peux commencer à trader New York à partir de 13 h. Donc encore une fois, ça dépend. Voilà, je vous donne ce que moi je fais, ce que moi j'utilise et ce qui fonctionne pour moi. Voilà. On a terminé pour ces bases.
Bon, maintenant que je vous ai montré les types d'entrée et les alignements potentiels des time frames, on va pouvoir aligner toutes ces choses et les kill zones. Bon, on est sur du 4 heures. Le time frame d'alignement, c'est M15. On va aller en M15. On va regarder ce qui s'est passé. Ok, il était 4 heures du matin, 6 heures, 7 heures. Alors, on va regarder est-ce qu'on avait un point d'entrée, AR entry ou non. Donc, on va commencer par le CEDL AMD. Donc là, on avait un fair value gap baissier, pas de fair value gap haussier. Donc, on n'avait pas de AR entrée. Par contre, ici, ce qu'on a, plusieurs fois d'ailleurs, c'est potentiellement un CEDL. Donc, le CEDL ici, on n'en a pas, donc on ne peut pas prendre. Ici, potentiellement, on aurait pu en avoir un, 3 bougies. Et ici, on en a potentiellement un à 2 bougies. Première bougie, bougie d'accumulation. On manipule avec cette mèche. On manipule ici. Tac. On manipule et on distribue au-dessus du corps. Donc juste ici. Ça, c'est un point d'entrée. D'accord? Donc, on aurait pu rentrer en M15 ici. Première chose. Donc, oui. Là, vous allez me dire, OK, on va regarder le fair value gap. Donc, c'est bien la barre grise. Donc, il faut laisser respirer le prix. Hein. Si vous mettez vraiment proche du fair value gap, attention. Voilà, par exemple, je me mettais ici. Génial. Pas mal. Et on va viser un 1 pour 2 minimum. Toujours 1 pour 2 minimum. Et après, si vous voulez viser les liquidités externes, vous pouvez encore une fois. Moi, je suis sur du 1 pour 3 minimum. Donc, le 1 pour 2, il est ici. D'ailleurs, on avait plusieurs points d'entrée. On avait aussi potentiellement un CEDL. Non, pas ici. Un CEDL ici à 2 bougies, encore une fois. Donc ça, c'est aussi un point d'entrée valide. Après, il est 7 heures du matin. Personnellement, je ne rentre pas. Ce n'est pas mes horaires de trading. Ici, jusqu'à 6 heures, on pouvait rentrer potentiellement. Entre 6 heures et 8 heures, je vous le dis, souvent, vous allez avoir du range. Donc, évitez voilà, de trader entre 6 heures et 8 heures. C'est pas ouf. Vous voyez, voilà, regardez. Jusqu'à 8 heures. Ici, c'était beaucoup de range. Et on veut notre 1 pour 2. On regarde ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de range. Vous avez vu même? On a eu beaucoup de range. De toute façon, c'était le god. C'était un peu. Bref, TP. TP1. Ok. Il n'y avait pas d'AR entrée dans ce cas-là. On ne pouvait pas rentrer. Mais c'était pour vous montrer un type d'entrée. Dans tous les cas, dans l'épisode 2, je vous montrerai pas mal de choses. Donc, voilà pour cette vidéo.